Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire de présentation des nouveautés de la paye Sage 8.10. Je suis Aurélie Sinave, consultante formatrice certifiée Sage Paye et RH, et c'est moi qui ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette présentation. Pour des raisons de confort, vos microphones sont coupés. Vous avez toutefois la possibilité de communiquer avec moi via le chat. Donc, je vous conseille de poser vos questions au fil de l'eau, au fur et à mesure. Soit j'y répondrai, pardon, au fil de l'eau, ou soit nous ferons un point à la fin de la présentation pour pouvoir y répondre. Donc aujourd'hui, la 7 paye V810 et nous allons également parler de la version de déclaration sociale 16.10. Donc au niveau des calendriers de sortie, les versions sont déjà sorties. Elles sont sorties en 2 fois. Une première partie le 27 novembre pour les versions dites on-premise et une seconde vague le 1er décembre pour les payes hébergées et les payes en SPC. Donc ça veut dire que potentiellement tout le monde peut avoir la paye en version 8.10 à ce jour. Au niveau du logiciel, vous allez voir qu'on a eu quand même quelques belles améliorations. La toute première, ça va être l'ajout d'une fonctionnalité, la fonctionnalité salarié en attente. Donc, depuis la version 8, vous êtes habitué à avoir un tableau de bord à l'affichage de votre logiciel de paye. Dans ce tableau de bord, vous avez une nouvelle tuile qui a apparu. Donc, au niveau de la préparation, là où auparavant c'était le téléchargement des BPIJ, la tuile a été remplacée par une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les salariés en attente. Donc, pour ceux qui avaient pris le pli de télécharger les BPIJ depuis cette tuile, pas de panique, elle est juste descendue avec les autres téléchargements tout en bas du tableau de bord où vous la retrouvez à l'endroit habituel. Alors, à quoi ça va servir cette notion de salariat en attente? Eh bien, ça va permettre de gérer les pré-embauches. Donc, ça veut dire quoi? Ça va être la possibilité de créer des salariés dits temporaires, donc un salarié qui ne fait pas encore réellement partie de mes effectifs. Vous allez pouvoir les créer et les supprimer. Vous êtes déjà sûrement retrouvé dans la situation où vous créez une fiche de personnel et au final, le salarié ne se présente pas et donc n'a pas de bulletin de paye. Ça pouvait être parfois fastidieux de supprimer la fiche. Il fallait supprimer suffisamment d'informations pour pouvoir le faire. Donc ça, on ne sera plus embêté. Possibilité de créer une fiche de pré-embauche et on pourra, cette fiche, bien évidemment, la transformer en fiche de personnel. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous faire saisir en 2 fois, une première fois un salarié en attente, puis une fois que c'est validé en fiche de personnel. Non, non, vous pourrez transformer en un clic les informations déjà présentes en fiche de personnel. Donc, l'avantage de cette gestion des salariés en attente, ça va être aussi que ça va être connecté aux différents SIRH. Donc, celui connecté directement à Sedge Paye, donc Sedge Espace Employé, vous pourrez directement transformer soit de SEE, vos fiches de salariés en attente, ou à l'inverse, depuis Sedge Paye, les envoyer dans Sedge Espace Employé. Ou si vous avez un autre SIRH, eh ben, on va avoir des nouveaux formats d'export GA, donc des formats d'export pour les fichiers Excel, par exemple, et vous pourrez interfacer avec vos SIRH les informations qui ont été préalablement saisies dans SengePay. Alors, pourquoi avoir ajouté cette nouvelle fonctionnalité? C'est pour j'allais dire anticiper, mais c'est pas le terme, c'est pour pouvoir gérer les DPAE. Donc pourquoi j'ai hésité sur le mot anticiper? Les DPAE devaient pouvoir passer directement, en DSN au début 2026, donc janvier 2026, mais malheureusement, ce dispositif a été reporté à 2027. Donc il y a pour l'instant pas de date, d'établie. On a pour information courant 2027. Donc l'idée, ce sera de faire les déclarations préalables à l'embauche directement via un signalement en DSN, donc directement depuis votre logiciel de paye. Donc là, visuellement, ça serait: je crée mon salarié en attente, je génère ma DSN DPAE. Si mon salarié est réellement embauché, donc prend réellement son poste, je transforme mon salarié en attente en fiche de personnel et après mon processus habituel.
pour la gestion de la fiche de personnel. Donc ça, je vous avais annoncé 2026, mais bien reporté courant 2027, la DPAE en DSM. Autre nouveauté fonctionnelle, et là, même si je ne vous le vois pas, je suis sûre que plus d'un va se dire enfin, vous allez pouvoir voir quand vous êtes en majuscule, quand vous saisissez le mot de passe de la paye, et vous allez pouvoir, grâce à un petit œil, visualiser le mot de passe qui est saisi. Donc là, je vous ai fait la capture d'écran sur le mot de passe à la connexion du logiciel, donc quand vous entrez dans votre paye, mais tous les endroits où il y a la nécessité d'entrer un mot de passe, donc par exemple, si vous avez des mots de passe société ou des choses comme ça, le petit œil sera disponible pour pouvoir visualiser les informations. D'accord? Donc ça paraît bête dit comme ça, mais plus d'une fois, on ne savait pas si on était en majuscule ou en minuscule, le mot de passe ne passait pas, on ne savait pas si on avait mis un point d'exclamation ou un point d'interrogation. On ne devrait plus avoir ce type de problématique. J'en profite aussi pour vous rappeler que ce genre d'amélioration, et celle-ci entre autres, ont été faites par l'éditeur suite aux différentes remontées qui ont été faites par le Customer Voice. Donc Customer Voice, vous y avez accès depuis votre logiciel de paye. C'est la possibilité qui vous est offerte de faire des demandes d'amélioration qui sont soumises à vote. Donc je vous conseille d'aller une fois de temps en temps visualiser un petit peu les demandes d'amélioration qui ont été postées par d'autres utilisateurs et de voter pour celles qui vous intéressent. Plus il y a de votes, plus la considération est rapidement prise pour modifier le logiciel. Donc ça, nouveauté qui ne change pas la face du monde, mais qui est quand même très pratique. Au niveau des autres nouveautés fonctionnelles, vous allez avoir dans la fiche du salarié les âges des salariés qui vont être affichés directement à côté de la date de naissance. Donc, nous avions déjà la constante qui s'appelle âge, qui nous permettait de récupérer l'information en faisant des extractions en GA, entre autres. Là, vous allez avoir la possibilité de le visualiser directement dans la fiche de paye. Donc ça peut être pratique. Combien de fois on se dit il a quel âge un tel et que je vous vois calculer en fonction de l'année ou en fonction de la tante ou du cousin qui est né la même année, l'âge de la personne. Là, ça y est, c'est fini. Un accès visuel rapide. Donc là, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de manipulation spécifique à faire. Vous irez juste dans vos fiches de personnel, état civil, et vous aurez l'information. Donc, bien évidemment, l'information est en fonction de la date qui est saisie juste à côté. Au niveau des autres améliorations, la possibilité de dupliquer des infos libres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les infos libres, pour rappel, c'est les questions que vous pouvez retrouver soit au niveau société, établissement ou salarié et qui permettent de déclencher du paramétrage. Donc par exemple, la plupart du temps, vous avez une info libre pour la mutuelle. Quel est le type de mutuelle à laquelle a adhéré votre salarié? Et en fonction de la réponse, ça va venir vous déclencher une rubrique isolée, famille, etc. Donc c'est ça l'info libre. Désormais, on a la possibilité de les dupliquer, c'est-à-dire qu'on pourra récupérer un paramétrage existant. Tout sera modifiable hormis le champ type. Donc le champ type, c'est ce qui va venir définir si c'est une info libre de type salarié, établissement ou société. Donc la différence entre les différents types, bien évidemment, c'est l'endroit où vous allez renseigner l'information. Et bien évidemment, on va avoir des infos libres en fonction de l'affinité que l'on souhaite. Si vous mettez une info libre au niveau d'un établissement, ben, vous ne pouvez pas l'affiner au niveau des salariés. Autre nouveauté qui est très bien aussi, vous m'avez entendu pester pas mal de fois. Quand j'édite votre livre de paye sur l'année, que je voulais un salarié, que j'ai laissé tout sélectionner, on ne pouvait pas annuler une édition d'état résumé des cotisations ou de livre de paye. Ça va être désormais possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous lancez un livre de paye sur les 10 dernières années et que vous voulez l'annuler, vous n'êtes plus obligé d'attendre que le traitement se finalise pour pouvoir passer à autre chose. Vous aurez un bouton annuler, vous cliquez, ça se stoppe tout de suite et vous pouvez relancer les autres éditions. Donc ça, pareil, une nouveauté en provenance du Customer Voice, donc qui est très pratique quand même au niveau de l'utilisation.
Des nouveaux filtres visibles sont apparus. Donc, les filtres visibles, on en avait déjà quelques-uns sur les rubriques, sur les établissements, etc. Donc là, c'est complété au niveau des contrats sociaux et des organisations. Donc, au niveau des contrats sociaux, vous avez parfois toute une liste de contrats qui ne sont plus à utiliser. Donc, visuellement, on a énormément d'informations. Et quand on doit faire les mises à jour des fiches de paramétrage, parfois, c'est un peu complexe parce qu'on ne sait pas assez rapidement visualiser quel contrat est réellement utilisé et quel contrat est encore actif. Donc là, grâce au filtre, on pourra cacher, ça veut dire qu'on ne va pas supprimer les informations, mais bien les cacher sur le premier filtre. Et bien évidemment, on pourra, en demandant de visualiser les champs non visibles ou tous les champs, revisualiser les contrats sociaux. Et ça a été étendu aussi aux organisations. Donc les organisations, ça va être tout ce qui va être département, service, unité et catégorie. Donc que vous retrouvez dans liste organisation et qui sont répercutés dans l'onglet poste de votre fiche de personnel. Alors, je vois qu'il y a quand même pas mal de questions. Ce que je vous propose, je vais répondre au fil de l'eau, comme ça, on sait un peu, ça sera en lien avec ce que je viens de dire. La première question, c'est: est-ce qu'il sera possible de dupliquer un salarié pour un nouveau salarié en attente? Alors, non, ce sera pas possible dans ce sens-là, dans le sens où, dans l'information salarié en attente, vous n'aurez pas une fiche de personnel complète. C'est-à-dire que vous aurez, les prémices, vous aurez par exemple les matricules, les noms, le prénom, je vous montrerai tout à l'heure, mais on n'aura pas toutes les informations. Alors, ensuite, j'ai une remarque sur la DPAE. Donc, quelqu'un qui me dit: «Nous la faisions déjà par le logiciel de paye. Est-ce que les déclarations d'amorçage pourront également être effectuées plus simplement et sans obligation d'être sur le mois de l'embauche?» Alors oui, on peut déjà faire les DPAE, les transmettre depuis cette Je Paye. Ça, c'est pas, une nouveauté, ça fait quelques années que ça existe. Là, la nouveauté réside dans le fait que ça passe par la DSN. Donc vraiment comme un envoi, comme vous le signaler par un amorçage. Au niveau de l'amorçage, il n'y a pas forcément de modification. Donc plus simplement, à mon sens, ça ne me semble pas forcément compliqué de générer une DSN d'amorçage. Et au niveau de la date, vous pouvez sélectionner la plage de date de génération de la DSN d'amorçage. Donc c'est-à-dire que, imaginons que vous vouliez faire une de novembre, on va dire que vous êtes en paye décalée, vous voulez faire un amorçage de novembre, alors que nous sommes sur le mois de décembre, vous avez la possibilité de le modifier. Et si vous, de modifier, pardon, la date. Et si vous vouliez faire dans l'autre sens, imaginons on est en décembre et on veut déjà faire l'amorçage de janvier, donc on pourrait les préparer, c'est-à-dire les générer au niveau de l'amorçage, juste en spécifiant la période de 2026. Par contre, au niveau de l'envoi, si aujourd'hui on envoyait un amorçage de 2026, il ne serait pas accepté parce que on n'est pas encore sur la période en cours. Ensuite, j'ai une question: est-ce que l'âge sera là sur la fiche de paye automatiquement ou pas? Alors non, l'âge ne sera pas sur la fiche de paye, parce que ça ne doit pas être une donnée qui est censée apparaître, tout comme les numéros sécurité sociale et compagnie. Mais si vraiment vous le souhaitiez, vous pourriez, le faire apparaître. Mais non, ce n'est pas prévu dans les modèles de bulletins, que cela apparaisse. Et enfin, est-ce que l'âge sera disponible sous BI? Alors, je pense pas dire de bêtises, non. L'âge du salarié est déjà disponible dans les champs, sélectionnables au niveau de BI Reporting. Donc cette nouveauté n'a pas d'impact sur BI parce que l'information existait déjà. Voilà, on s'arrête là pour les questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, on fera des points intermédiaires. Toujours au niveau des nouveautés fonctionnelles, au niveau de la duplication de la fiche de personnel. Donc, vous savez que vous pouvez dupliquer une fiche de personnel existante, c'est-à-dire que si demain vous embauchez un salarié, vous n'êtes pas obligé de repartir de zéro. Vous pouvez dupliquer sa fiche et un certain nombre de champs sont récupérés. Donc déjà, tout ce qui sont, pardon, les champs liés aux salariés, du type le nom, le prénom, les dates de naissance, etc., bien évidemment, ces informations ne sont pas reprises. La nouveauté sur la duplication, c'est la reprise du complément PCS.
Donc, le code PCS qui se trouve dans l'onglet Poste de la fiche de personnel, quand vous dupliquez la fiche, le code PCS était repris, mais le code complément pour les postes qui sont concernés n'était pas repris en automatique. Donc, c'est en ça que la nouveauté est apparue sur la version 8.10. Sur les modifications en masse pour les bulletins complémentaires. Alors, déjà, modification en masse, comme le nom l'indique, c'est la possibilité de faire une modification sur tout ou partie des salariés. Et dans la modification en masse, vous avez la possibilité d'activer des bulletins complémentaires pour des salariés qui sont sortis. Donc, bulletin complémentaire, c'est bien, j'ai un salarié qui ne fait plus partie de mes effectifs, sa date de fin de contrat est antérieure au mois en cours, et j'ai la nécessité de faire un bulletin complémentaire, donc lui reverser par exemple un montant en plus ou en moins, peu importe, mais de refaire un bulletin. Vous auriez la possibilité maintenant de le faire en masse, donc ça existait déjà. Et la nouveauté, c'est que la période de rattachement ne sera plus sur le mois de paye en cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à la version 8, quand vous faisiez une modification en masse pour activer les bulletins complémentaires, par défaut, la période de rattachement se mettait sur le mois de paye en cours et non pas sur la date de dernière période travaillée de votre salarié. Donc, ça voulait dire qu'il fallait les corriger sous peine d'avoir une anomalie en DSN. Là, ça se fera en automatique. Au niveau de l'édition des bulletins de paye, donc quand on éditait un bulletin de paye et que le total brut était à 0, donc votre salarié n'avait pas de revenu brut, ça s'affichait sur le bulletin de paye sur une ligne vide. En fait, on n'avait pas d'information. Maintenant, on va bien avoir un 0 qui va apparaître, donc 0,00. Ce sera moins visuellement, ce sera moins perturbant que de ne pas avoir d'information. Parce que parfois, quand on avait la ligne vide, on avait l'impression qu'il y avait une erreur d'édition ou qu'il manquait quelque chose. Donc là, l'idée, c'est que ce soit plus clair et visuellement que ça porte moins à interprétation. Au niveau, cette fois-ci, de la modification des salariés, toujours en traitement en masse. Donc, quand vous faites annexe modification en masse, vous pouvez modifier les fiches de personnel, mais vous pouvez aussi modifier en masse les salaires des salariés, donc en appliquant des augmentations, soit en pourcentage, soit en montant, peu importe. Et donc là, la nouveauté, c'est que par défaut, il y a une case à cocher uniquement les salariés présents. Elle est cochée automatiquement quand vous faites l'augmentation. Parce qu'on est bien d'accord que normalement, lorsque vous faites vos augmentations de salaire, les salariés qui ont quitté votre société ne vont pas bénéficier de cette augmentation. Donc là, c'est vraiment dans l'idée de sécuriser votre utilisation du logiciel, parce que bien évidemment, s'ils ont coché la case en automatique, c'est que plus d'une personne s'est fait avoir et n'avait pas coché cette fameuse case. Voilà pour cette partie nouveauté fonctionnelle. Au niveau des documentations logicielles et on va dire des nouveautés, on a désormais un plan de paye utilisateur pour le paramétrage des stagiaires. Donc, vous savez que vous avez accès depuis votre logiciel au plan de paye Senge. Dans le plan de paye Senge sont préparamétrés un certain nombre d'informations et de cas. Vous avez par exemple le paramétrage pour les salariés apprentis, mais on n'avait pas jusqu'à présent le paramétrage pour les stagiaires. Donc ça ne nous posait pas forcément de problème pour le cas des stagiaires qui étaient non rémunérés. La plupart d'entre vous ne passaient pas ces stagiaires en paye. Mais là, avec la DSN qui demande de plus en plus d'informations, vous pouvez désormais avoir le bulletin de paye stagiaire qui est déjà paramétré. Il prendra en compte les notions de gratification, donc la part inférieure à la gratification qui sera non soumise à cotisation, et si on a une rémunération plus importante, donc un delta supérieur à la gratification légale, le paramétrage pour déclencher les cotisations et le déclaratif en DSN. Donc si vous avez déjà un paramétrage de stagiaire
pas forcément, besoin de le modifier s'il est fonctionnel. Par contre, si vous n'en avez pas ou si vous n'êtes pas sûr du paramétrage existant, je vous conseille de mettre à jour avec, les nouvelles informations. Comme ça, au moins, vous êtes sur du standard Senge et s'il y a des évolutions, bah, ce sera plus simple à faire évoluer. Donc le nouveau, UPP, vous retrouvez enfin UPP pardon, c'est le plan de paye utilisateur, c'est le terme, pour le désigner. Vous retrouvez si vous êtes intéressé, donc dans la documentation du plan de paye Senge, je vous ai fait une capture où, j'ai indiqué où vous retrouvez les fiches documentaires, en plus des autres fiches, celles pour les stagiaires, où tout est expliqué. Comme toutes les documentations Senge, elles sont faites de la même manière. Vous retrouvez toujours, le sommaire dynamique, vous retrouvez toujours les liens vers les textes légaux, vous retrouvez l'exemple dans les grandes lignes et ensuite le paramétrage de Senge. Ça n'a pas changé. Et ces informations, vous les retrouvez aussi dans les nouveautés du plan de paye Senge. Donc, suite à la mise à jour en 8.10, il y a un nouveau plan de paye Senge. Et dans ce plan de paye Senge, ils ont intégré le paramétrage des stagiaires. Donc, pas de critères d'urgence à le faire. Si vous êtes concerné ou si vous allez être concerné, faites-le. Mais voilà, la nouveauté, c'est que maintenant, nous l'avons à disposition, alors qu'auparavant, il fallait chercher de par nous-mêmes les informations. Nouveauté également au niveau du logiciel. Donc, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'au 1er janvier 2026, un des gros changements au niveau de la paye, c'est la modification du calcul de l'allègement général des cotisations patronales, anciennement appelée réduction Fillon. Donc, qu'est-ce qui va se passer en janvier? La formule que nous connaissons actuellement va être modifiée, d'accord? Et en quoi ça nous intéresse aujourd'hui au niveau de l'évolution du logiciel? Ça nous intéresse parce que si vous regardez la formule que je vous ai affichée à l'écran, cela se termine par une puissance, d'accord? Donc le petit p pour l'exposant. La nouveauté dans le logiciel, c'est que le logiciel, maintenant, quand vous allez créer des constantes de type calcul, vous allez avoir le choix pour pouvoir utiliser le paramètre exposant, chose que nous n'avions pas auparavant. Nous avions multiplié, soustraire, diviser et ajouter. Et bien maintenant, vous allez pouvoir vous amuser. Donc là, je vous ai mis la formule générale du coefficient, d'accord? Elle s'adapte en fonction des spécificités des sociétés. C'est pas l'objet aujourd'hui de vous parler de ça, c'est juste que vous soyez au courant que ça va arriver incessamment sous peu et juste vous montrer, comment le logiciel a évolué pour pouvoir justement prendre en compte, cette notion d'exposant. Au niveau du fait générateur. Le fait générateur, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je vous avais notamment parlé dans une des grosses nouveautés de la version 8, la possibilité de faire des bulletins d'extourne. Donc, je ne parle pas des bulletins de rappel, je parle bien des bulletins d'extourne. Dans les grandes lignes, ce sera l'annulation d'un bulletin existant pour le remplacement par un nouveau bulletin. Donc, dans les grandes lignes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que incessamment sous peu, donc ça a été reporté, c'est pas applicable au 1er janvier 2026, lorsqu'on devra faire un rappel ou un correctif quelconque d'un bulletin de paye, nous devrons le refaire sur la période, en question. En résumé, ça voudrait dire que si c'était applicable là, à ce jour, imaginons que j'ai oublié de verser 15 heures supplémentaires au mois de janvier, il faudrait que j'extourne mon bulletin de janvier pour intégrer les 15 heures supplémentaires et qu'ensuite on extourne et on refasse les bulletins de février, mars, avril, mai, juin et je ne vais pas vous faire tous les mois jusque décembre pour pouvoir répondre aux demandes, entre autres, du boss. Donc, le logiciel, le fait générateur, les extournes existent depuis les versions 8. Elles n'étaient pas encore complètement fonctionnelles et pas encore complètement acceptées en DSN. Donc, c'est pour ça qu'on a encore des évolutions sur cette partie-là.
Une des premières évolutions qui a été faite, c'est la possibilité, quand on sera dans les bulletins cumuls, donc on voudra visualiser les historiques, au niveau des bulletins cumuls, de pouvoir visualiser les bulletins qui ont été extournés et corrigés. Parce que jusqu'à ce jour, on le voit très bien sur l'exemple ici, quand on faisait un bulletin d'extourne, imaginons qu'en octobre 2025, je fais un bulletin, d'extourne de janvier 2024 et bien dans l'historique de mes bulletins de cumul apparaissaient, les dates au 31 octobre. Donc ça veut dire que là, dans l'exemple qui est présenté, il y a 2 bulletins d'extourne, donc 2 bulletins extourne, 2 bulletins correctifs, plus mon bulletin réel du mois d'octobre. Donc visuellement, on ne voyait que 5 fois le 31 octobre et j'ai envie de dire, c'était un peu, au hasard qu'on pouvait retrouver nos bulletins. Donc là, ils ont ajouté une colonne avec un C pour indiquer que le bulletin est corrigé et le E pour le bulletin extourné. Je vais en profiter tout de suite pour répondre à la question, quelle est la différence entre l'extourne et le corrigé? L'extourne, c'est le bulletin qui annule le bulletin initial. Donc, dans mon exemple, je vous ai dit qu'on ajoutait 15 heures au mois de janvier. Imaginons, j'avais juste eu un bulletin avec un brut à 2 000 €, un salaire mensuel, 2 000 € en brut, mes cotisations, mon état payé, et cetera. Donc, j'aurais un premier bulletin d'extourne qui viendrait me mettre un moins 2 000 € en brut et extourner en négatif toutes mes cotisations. Et ensuite, j'aurais un deuxième bulletin, corrigé cette fois-ci, qui serait de nouveau à 2 000 €, donc ce que j'avais à l'initiale, plus les 15 heures supplémentaires dans mon exemple, qui seraient ajoutées. Donc extourne, c'est les bulletins qui annulent, corrigé, c'est les bulletins qui rectifient, le bulletin initial. Donc c'est pas juste on fait un différentiel, c'est vraiment j'annule tout le bulletin et je repasse toute l'information, dans un nouveau bulletin. Donc ça, pour le coup, ce sera vraiment pas mal. Il faut juste vraiment que ce soit bien, bien au point auprès de tous les organismes, mais ce sera vraiment, j'ai envie de dire, simple d'utilisation. Alors j'ai pas dit que ce serait pas contraignant, mais ce sera simple d'utilisation et ce sera plus facile, que de faire du différentiel, comme on peut le faire actuellement. Toujours au niveau du fait générateur, une autre amélioration, c'est que maintenant, on va avoir les périodes de régularisation qui vont s'éditer. Ça veut dire que jusqu'à la version 8, quand j'éditais un bulletin de régularisation, bah, en fait, il y avait aucune information, qui me disait: «Attention, c'est un bulletin qui régularise telle période». Donc là, sur les bulletins, corrigés, on aura la notion de régularisation de la période due à telle date, d'accord? Ce sera édité que sur les bulletins corrigés, d'accord? Sur le bulletin d'extourne, on aura les dates initiales, il n'y aura pas cette notion de régularisation. C'est applicable sur les types de bulletins modèles clarifiés 2023 et 2025. Donc, pour ceux qui visualisent pas bien ce que ça veut dire, au niveau du logiciel, au niveau de Senge, vous avez des bulletins qui sont, alors quand je dis des bulletins, de la mise en page de bulletins, on va plutôt le dire comme ça, de la mise en page de bulletins qui est fournie par l'éditeur. Donc on a les bulletins clarifiés de 2 types, le 2023 et le 2025 et la possibilité d'afficher avec ou sans calendrier. Donc ça veut dire que si vous utilisez un de ces 2 types de bulletins, par défaut, la notion de régularisation, va être, affectée en automatique. Pour ceux qui utiliseraient des bulletins, actuellement personnalisés, d'accord? Donc un bulletin personnalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez apporté des modifications à la mise en page du bulletin. Vous avez apporté des modifications, par exemple, pour, afficher un logo ou afficher des nouveaux compteurs, en bas de bulletin ou ajouter une notion de jour, enfin peu importe. Vous avez modifié des bulletins, donc c'est-à-dire que dans vos paramètres, vous utilisez des bulletins personnalisés, et ben, ça ne viendra pas en automatique venir s'ajouter dans la mise en page du bulletin. Pour ceux qui se disent aussi: «Oups, je n'ai pas vu qu'il y avait un modèle de bulletin 2025». Alors pas de panique par rapport à ça. Le bulletin clarifié 2023 est toujours fonctionnel. Donc pourquoi il y a eu un 2025 si on reste sur le 2023? Souvenez-vous, montant net social, obligation, d'afficher le montant et de le déclarer au niveau de la DCSN
et il eût été une période où le montant net social était un calcul un peu obscur dans lequel on venait ajouter des parts, de prévoyance, des parts salariales et patronales de prévoyance et cetera et cetera. Donc à cette époque-là, il y avait eu un décret qui avait mis en place un nouveau bulletin modèle, donc un nouveau bulletin clarifié. Sauf qu'entre-temps, la formule a changé. Donc a changé pour être simplifiée et un peu plus claire. Et donc ce modèle de bulletin est toujours, existant. Vous pouvez l'utiliser ou pas parce que l'utilisation de l'ancien modèle a encore été prolongée. Donc moi, à titre personnel, j'utilise encore les anciens modèles de bulletins. Pourquoi? Bah, pour que quand il y a un nouveau modèle, je passe directement au nouveau modèle et pas cumuler les modèles intermédiaires, pour ne pas perturber les salariés. J'ai une question sur s'il y a plusieurs périodes de régularisation. Donc je suppose que c'est par rapport au bulletin d'extourne. Donc s'il y a plusieurs périodes de régularisation, bah, vous aurez autant de bulletins qu'il y aura de périodes de régularisation. On fait vraiment un bulletin par période. Si j'ai une régularisation, je suis au mois de décembre, j'ai une régularisation du mois de janvier, et ben, j'aurai une extourne de janvier, une de février, une de mars, et cetera et cetera. Parce que bien évidemment, si les modifications ont, de l'impact sur tout ce qui est calculé en annuel, on va prendre l'exemple du plafond sécurité sociale ou de la réduction générale des cotisations patronales, bah, il faudra refaire les bulletins intermédiaires pour pouvoir corriger tout ce qui est annualisé. Toujours au niveau du fait générateur, donc l'éditeur a mis en place des nouveaux, messages, d'alerte pour justement, éviter qu'il y ait un maximum de problématiques. Le premier, c'est un contrôle lorsque vous faites votre clôture mensuelle. Donc la clôture mensuelle, bah, comme tous les mois, vous clôturez vos bulletins de paye. Pour être sûr qu'il y ait pas de bulletin, ce qu'on appelle orphelin, ce serait un bulletin qui est tout seul sans son bulletin corrigé. Donc une erreur de manip ou une édition qui est pas effectuée ou vous n'avez pas validé votre bulletin et cetera. Bah, vous aurez un message vous indiquant: «Bah, attention, il manque, un bulletin, il faut que vous validiez pour que ce soit corrigé». Donc, ce sera du même principe que quand vous essayez de clôturer votre paye et qu'il y a un salarié qui n'est pas édité. Vous pouvez forcer tout de même si vous le souhaitez. Alors, bien évidemment, c'est pas du tout une bonne idée de forcer la clôture si, il y a une anomalie, mais vous pourriez le faire. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une alerte pour s'assurer que tout soit OK. J'en ai fini avec le fait générateur. Je vais maintenant vous reparler des bulletins de rappel. Donc, si on reprend, bulletin d'extourne, c'est j'annule un premier bulletin, je refais un nouveau bulletin. Les bulletins de rappel, c'est ce qui existe déjà depuis plusieurs années et que vous utilisez actuellement, de faire les modifications. Donc là, il y a quelques modifications qui ont été apportées, notamment quand vous faites un bulletin de rappel et qu'il y avait eu, à l'époque du rappel, des informations qui avaient été forcées dans le bulletin, donc une information qui a été saisie manuellement. Jusqu'à présent, la valeur n'était pas reprise dans le bulletin, de rappel. Maintenant, ce sera fait. On va aussi avoir la possibilité de conserver des rubriques qui sont à zéro. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, si une rubrique, pardon, est nulle, elle n'était pas reprise dans, les bulletins de paye. Maintenant, on a une option qui va nous permettre de dire que même si la rubrique est égale à zéro, il faut qu'elle soit récupérée dans le bulletin de rappel. Et enfin, autre nouveauté sur le bulletin de rappel toujours, la prise en compte des éléments de rappel dans le calcul du brut congé payé. Vous savez que quand vous calculez votre 10e congé payé, d'accord? Donc le 10e congé payé en cas de prise de congé payé ou de départ d'un salarié, vous faites le comparatif entre le plus favorable entre le maintien ou le 10e et ce 10e congé payé est calculé initialement en fonction des informations qui sont dans la fiche de salarié et qui sont le brut congé payé. Donc vous avez le N, le N-1, le N-2 et ben, désormais, les bulletins de rappel vont aussi impacter les informations au niveau de l'indemnité,
de congés payés et vont vous permettre, de pouvoir recalculer avec les vraies informations. Alors, j'ai une question sur la différence entre un bulletin de rappel et un bulletin complémentaire. Donc, c'est 2 choses vraiment différentes. Bulletin de rappel, c'est je fais un rappel sur une période qui est passée. Bulletin complémentaire, c'est que je fais un versement pour un salarié qui est sorti. Alors, par exemple, un exemple de bulletin complémentaire, quand vous passez vos participations ou intéressements en paye pour les salariés qui sont sortis, vous devez leur faire un bulletin complémentaire sur lequel on aura une période de rattachement qui permettra de rattacher au dernier contrat. Le bulletin de rappel, ça permet, de récupérer les taux, les bases et les plafonds applicables à la période de rappel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez oublié de verser, une somme quelconque à un salarié sur une paye de 2024. Vous devez appliquer les valeurs qui étaient applicables en 2024 et non pas celles en 2025. Donc le bulletin de rappel va vous permettre de récupérer les taux qui étaient utilisés, à l'époque, par le logiciel. D'ailleurs, vous avez une documentation dans le logiciel, toujours au niveau de PPS. Il y a une documentation qui est dédiée au bulletin de rappel qui vous explique tout ça, si c'est pas très clair pour vous. J'en ai fini pour les nouveautés propres, à la version 8.10. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on parle des nouveautés de déclaration sociale. Donc vous avez l'habitude maintenant à ce que soit mis à jour en même temps que l'applicatif de paye Sage Déclaration Sociale. Donc pour rappel, Sage Déclaration Sociale, c'est le module qui va gérer vos déclarations. Donc essentiellement vos DSN mensuels de signalements divers, c'est géré par Déclaration Sociale. Et donc ce module est mis à jour pour répondre, entre autres, aux nouveautés du cahier technique de chaque année. Et cette année, donc l'année prochaine plutôt, nous allons passer en norme 2026, donc nous allons avoir tout un tas d'améliorations. La première optimisation, vous allez enfin avoir la possibilité de récupérer vos montants saisis dans les établissements, dans les cotisations établissements, pardon. Vous allez avoir la possibilité de les récupérer directement dans vos bordereaux de paiement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez saisir votre, on va prendre la DEETH parce que je pense que c'est sur ça que vous êtes le plus concerné. Quand vous allez saisir dans vos cotisations établissements, vous allez avoir la possibilité de renseigner tout de suite le code CTP, donc ce qu'on appelait, auparavant le code DUX et le montant. Donc le montant, vous le déclariez déjà et ça se reportera en automatique dans votre bloc de cotisation agrégée. C'est-à-dire que ça vous évitera de faire la double saisie. Donc, dans cotisation établissement, il y a des nouvelles lignes qui sont apparues. Donc, une code CTP pour indiquer le code DUX pour le déclaratif au niveau de l'URSSAF. Une ligne qualifiant. Donc, qualifiant, pour rappel, il en existe deux au niveau de l'URSSAF, le 920, le 921. Donc, une pour distinguer le brut, une pour distinguer le plafonné. Et ensuite, montant d'assiette et montant de cotisation. Et en fonction des cas, vous viendrez déclarer les informations là où vous le souhaitez. Donc, bien évidemment, ce n'est pas une obligation de le renseigner au niveau de cotisation établissement. Par contre, ce serait dommage de ne pas le faire. Ça vous évitera le double saisie. Par contre, ce n'est pas parce que vous saisissez dans les cotisations établissement un montant qu'il ne faudra pas aller vérifier au niveau des cotisations agrégées que tout est OK. D'accord? J'ai une question sur à quel moment on va saisir les cotisations établissements. Alors, le premier exemple qui me vient en tête, c'est pour les sociétés qui sont redevables de la contribution à l'obligation de l'emploi des travailleurs handicapés. Donc, entre autres, les sociétés de plus de 20 salariés qui n'ont pas atteint leur objectif, pardon, qui n'ont pas atteint leur effectif de 6% d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés sont redevables d'une contribution et cette contribution est à déclarer en DSN, mais cette contribution se calcule sur des montants qui sont hors paye, donc sur des informations qui ne sont pas traitées dans le logiciel et qui, de ce fait, ne vont pas se déclencher comme les autres cotisations habituelles directement dans un bordereau agrégé. Donc, pour ce type de cotisation, il y a la nécessité dans
les cotisations établissement, donc dans déclaration sociale, cotisation établissement, de renseigner des informations. Et ces informations, jusqu'à présent, allaient alimenter uniquement le champ établissement de la DSN. Et la nouveauté de déclaration sociale version 16.10, c'est qu'en plus d'aller alimenter le champ établissement, cela pourra venir alimenter le champ cotisation agrégée. De toute manière, ce sera repris dans les modes opératoires, notamment pour la DEETH, ce sera repris le déclaratif. C'était déjà le cas auparavant, vous avez déjà les codes, vous les aurez toujours pour l'année prochaine. Autre mise à jour au niveau du cahier technique 2026, les fameux jours calendaires dans le calcul du plafond de la sécurité sociale. Depuis quelques années déjà, le plafond sécurité sociale est proratisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans, on a une valeur de plafond sécurité sociale. Cette année, c'est 3 925 € et ce plafond est proratisé dans plusieurs cas, les temps partiels, les absences non rémunérées et les entrées-sorties en cours de mois. Donc ça, au sens des SN, cette information est transférée aux organismes, donc entre autres l'URSSAF et la retraite. Ils récupèrent via la DSN l'information du nombre de jours calendaires rémunérés. Ça veut dire quoi? Si on simplifie, imaginons, j'entre le 15 novembre dans votre société, on va proratiser mon plafond en disant que j'ai 15 jours de travail, 15 jours calendaires rémunérés si je n'ai pas eu d'absence rémunérée. Et ce nombre de jours calendaires est réutilisé par les organismes pour recalculer le plafond sécurité sociale et s'assurer que vos cotisations correspondent bien à ce qu'eux calculent. Donc là, au niveau des jours calendaires qui sont déclarés en DSN, il y a eu pas mal d'anomalies au niveau du déclaratif. Certains d'entre vous ont été concernés et ont eu des retours, notamment la caisse de retraite, qui leur indiquait qu'ils ne calculaient pas la même chose à cause de ces fameux jours calendaires. Donc là, pour limiter les erreurs, ils vont dissocier les travails rémunérés en heures ou en jours du travail rémunéré en jours calendaires de la période d'exercice. C'est-à-dire que les 2 lignes ne seront plus collées. Vous allez en avoir une qui va être en 001 qui, normalement correspond au salaire plafonné et une deuxième information qui sera dans le 002 qui existe déjà également dans votre DSN et qui comporte entre autres le bloc de calcul des salaires pour le calcul des droits d'assurance chômage. Donc là, la nouveauté, c'est que ce sera plus haut, ce sera décalé d'une ligne, on va dire, pour plus de visibilité. Au lieu d'avoir qu'une seule ligne, qu'un seul bloc où j'aurai le travail rémunéré, ça va être distingué en 2 parties, une pour les jours calendaires et une pour les temps de travail rémunérés et les absences non rémunérées. Au niveau des autres nouveautés, donc pour la retenue à la source des salariés, non pas des salariés, pour la retenue à la source des individus justement non salariés, on va avoir le nouveau champ, donc en S89 G00 92 018. Donc individu non salarié, comme le nom l'indique, c'est quand vous allez verser via la DSN des montants à des personnes qui ne sont pas salariées dans votre société, donc en général des présidents ou des choses comme ça. Pour la partie retenue à la source, donc des non-résidents fiscaux français, on va avoir un nouveau champ. Donc là, c'est vraiment une modification à la marge. Il y a très peu d'entre vous qui êtes concernés. Au niveau de la déclaration des effectifs, donc là, c'est bien l'URSSAF et la MSA, donc régime agricole et régime général, qui vont recalculer en fonction des informations qu'ils ont dans vos DSN. Il n'y a plus nécessité d'aller déclarer les effectifs de fin d'année comme on le faisait quelques années auparavant. Là, vraiment, ce ne sera plus du tout existant. Ensuite, pour les problématiques liées à l'absence d'affiliation à la retraite. Donc là, vous avez actuellement un code qui existe. Donc la plupart de vos salariés ont le code RUAA, donc qui veut dire Régime unifié Agirc-Arrco. Mais dans certains cas, des salariés ne sont pas affiliés
ne sont pas, oui, affiliés, à la caisse de retraite. Donc le cas le plus courant, ça va être pour vous le cas des stagiaires et donc on avait un code passe-partout, le 999, cas particulier d'affiliation. Comme il y a eu trop de problèmes, sur l'utilisation de ce code, ils ont créé des codes différents pour chaque type. Donc on n'aura plus un code fourre-tout 9999 cas particulier d'affiliation. On aura des codes pour chaque typologie de salariés qui ne seraient pas affiliés à la retraite. Autre nouveauté, toujours dans le cahier technique 2026, certains secteurs d'activité vont être concernés par le transfert du recouvrement des contributions conventionnelles de la formation professionnelle et de dialogue social. Donc, on parle bien des contributions conventionnelles parce qu'actuellement, c'est déjà l'URSSAF qui collecte, pour la part générale, qui collecte les contributions à la formation professionnelle. Là, on parle bien de conventionnel. Donc, pour les secteurs qui seront concernés, on va avoir de nouveaux énumérés qui existent. Donc, les énumérés, c'est les codes qui identifient les cotisations. Le 140, contribution conventionnelle au financement du dialogue social, et le 141, contribution conventionnelle à la formation professionnelle. J'en profite pour répondre à une question sur la déclaration des effectifs qui est comment, l'URSSAF ou même la MSA vont, faire pour calculer les effectifs? Bah, tout simplement en fonction des informations qu'ils vont récupérer dans votre DSN. La DSN, vous savez qu'elle est assez complète. Donc pour connaître vos effectifs, ils ont besoin de l'information date d'entrée, date de sortie des salariés. Elle existe déjà. Est-ce que votre salarié est à temps plein ou à temps partiel? Ils ont l'information, entre autres, avec les quotités de travail. Ils ont besoin des informations pour les effectifs, notamment travailleurs handicapés. Ils ont la notion de statut BOTH, donc ils savent définir vos travailleurs handicapés. Ils ont, via les codes PCS, la possibilité de définir les effectifs ECAP, donc les effectifs avec des nécessitant des capacités, des aptitudes particulières. Donc en réalité, ils ont déjà toutes les informations. Ils savent même, pour les typologies d'effectifs où on exclut par exemple un mandataire ou un apprenti, comme ils ont la typologie de contrat du salarié, ils ont également déjà l'information. Donc, pour calculer vos effectifs, ils se basent sur les données de la DSN. Donc, je vais en profiter pour refaire un peu de prévention sur le fait que vos DSN doivent être vraiment conformes parce que les organismes utilisent de plus en plus ces informations. Donc, forcément, si je prends le cas de la quotité, qui est un cas courant, si vous indiquez aux organismes que votre salarié est à temps partiel ou à temps plein et que ce n'est pas le cas, bah, bien évidemment, ils vont baser tous les calculs sur l'information que vous leur transmettez. Donc, il faut bien s'assurer que les informations qui sont véhiculées par votre DSN ne sont pas erronées et bien faire les contrôles comme il le faut. Autre nouveauté, et là, je vais avoir la plupart d'entre vous qui vont dire: «Enfin!», vous êtes plusieurs à avoir eu des bilans de retour sur le montant net social qui vous indiquent qu'un écart d'au moins 20 a été détecté entre le montant du net social et le montant du net fiscal. Donc ça, c'est depuis cette année essentiellement que vous avez cette information. Pourquoi? Bah, c'est parce que c'est depuis cette année qu'est véhiculée cette information en DSN. Donc la plupart du temps, vous aviez ce «message» entre guillemets «d'anomalie» lorsque vous aviez entre autres des IGSS. Alors pourquoi notamment sur les IGSS? Ben parce que dans le cas de la subrogation, les indemnités sécurité sociale ne sont pas déclarées dans le net fiscal du salarié, parce que c'est la CPM qui le déclare. Par contre, elles sont intégrées dans le montant net social. Donc forcément, on avait vite des écarts de 20. Donc là, pour ne plus avoir ce type de message d'erreur, ils ont intégré 3 nouveaux énumérés. Donc le 37 qui va permettre de déclarer la participation et l'intéressement directement versés par l'employeur. Donc là, on sera dans le cas d'un salarié qui demande le versement de sa participation, de son intéressement, et
que c'est versé directement par vous, employeur, et non pas par un organisme tiers, d'accord? Si c'est géré par un autre organisme, c'est énuméré, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche, c'est pas versé en paye. Là, c'est vraiment pour le cas des, indemnités versées, directement par l'employeur. Pour les indemnités sécurité sociale subrogées, vous allez avoir l'énuméré 10 qui nous permettra de le déclarer. Et pour les cotisations spécifiques de retraite Agirc-Arrco, on aura l'énuméré 146. Et sur le net social, pour les apprentis aussi, oui, vous aviez aussi des écarts sur les apprentis. Pareil, ça va être résolu parce qu'ils vont prendre en compte le champ déclaratif, des exonérations pour les apprentis. Et enfin, dernière évolution du cahier technique dont je vais vous parler aujourd'hui, une évolution toujours sur le contrôle de la RGCP, donc la fameuse réduction générale des cotisations patronales. Souvenez-vous, dans le cahier technique 2025, il y avait déjà des nouvelles informations qui étaient transmises à l'URSSAF pour justement optimiser les contrôles. Ces informations, c'était le montant des cotisations retraite et les salaires, je vais résumer ça en salaire sans absence et salaire avec absence, donc qui leur permet de vérifier, comment est calculé le SMIC utilisé pour le calcul de l'allègement. Et ben, cette année, il va y avoir un nouvel énuméré pour les sociétés qui appliquent la déduction forfaitaire spécifique, donc aussi appelée les abattements. Donc là, on va avoir un nouvel énuméré, le 35, par des frais professionnels réintégrés dans l'assiette de contribution du fait de l'application d'une DFS. D'accord? Donc là, nouveau code déclaratif pour ce cas particulier. Voilà pour les nouveautés logicielles. Donc, une version 8.10 avec essentiellement des nouveautés fonctionnelles, une version de Sage Déclaration 16.10 qui est faite pour répondre au cahier technique 2026. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que vos payes de 2026 soient conformes, vous devez absolument être dans une version paye 8.10 et une version déclaration sociale 16.10. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de la mettre là tout de suite à l'instant. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il va falloir quand même le faire pour vos payes de janvier. Donc 2 possibilités, soit vous avez un service en interne, pardon, qui fait les mises à jour comme d'habitude. Donc là, il faut juste que les mises à jour soient faites, pour vos payes de janvier. Soit vous passez par nos services et là, de la même manière, il faut que les mises à jour soient faites pour l'application du plan de paye Senge de 2026. Donc plan de paye Senge de 2026, j'ai pas encore eu la question, mais elle va sûrement arriver. Le plan de paye Senge, comme tous les ans, va sortir courant janvier. Nous n'avons pas à ce jour de date, précise. L'éditeur ne nous communique pas, ce sera le 15, ce sera le 10 ou je ne sais quoi. Habituellement, c'est entre le 10 et le 15, donc on va rester sur l'hypothèse que ce sera à ce moment-là. Au niveau des nouveautés, ben, je vous ai déjà communiqué celle qui il y aura le plus d'impact, la modification de la réduction générale des cotisations patronales. Et ensuite, on aura les modifications habituelles, les plafonds sécurité sociale, les taux d'accident de travail, et cetera, et cetera. Donc ça, on verra, j'ai envie de vous dire, en 2026. Ça approche, mais on reverra au début d'année quand on aura toutes les informations de valider. J'ai répondu normalement à toutes les questions au fil de l'eau. Je me permets juste de reprendre, pour m'assurer que tout est OK, mais a priori, oui. Si vous avez encore des questions, c'est le moment ou jamais de les poser. Si vous n'en avez pas, je vous fais mes derniers conseils habituels. Pour toute mise à jour de logiciel, vous faites bien la sauvegarde, de vos bases de données et de, vos dossiers de paye. Pour les mises à jour 2026, bien évidemment, vous les faites bien qu'à partir du moment où vos payes de décembre sont clôturées. Attention aux fiches de paramétrage des organismes complémentaires qui commencent à arriver. Vous ne devez pas les appliquer avant 2026 si la fiche précise que c'est
du janvier 2026. Donc, bien faire attention quand vous recevez vos fiches de paramétrage, de regarder la première colonne, les dates d'application, et vous ne pouvez pas anticiper les modifications le temps que votre paye n'est pas finalisée. Mais ça, c'est comme tous les ans, c'est juste une petite précaution de vous le repréciser. A priori, il n'y a plus de questions. Donc, si tout est OK pour vous, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, pardon, et de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. Au revoir.